Bonjour à tous, je continue cette série de 2 épisodes du coup pour débuter en imagerie planétaire. L'une des choses que je voulais souligner en fait, c'est qu'on a eu pas mal de choses qui ont changé ces dernières années et qui favorisent vraiment l'imagerie planétaire. Là, on voit en bas de cette illustration des photos prises à différentes époques, à gauche en imagerie argentique, au milieu avec une webcam et à droite avec les caméras qu'on a actuellement. Alors, c'est pas tout pris avec le même télescope, mais en tout cas, ça illustre bien à quel point les moyens d'imagerie évoluent. On va parler aussi des logiciels, des accessoires optiques et puis du matériel de plus en plus abordable. Alors la première chose importante, ce sont justement les caméras. On a vu dans la vidéo précédente que pour obtenir de bonnes images planétaires, il faut prendre beaucoup d'images par seconde si possible et avoir un capteur sensible. Et donc ça, on a commencé à le voir au début des années 2000 avec les webcams, la toute mignonne Vesta Pro ou la Toucam. Et puis ensuite, on a commencé à avoir des caméras industrielles, en particulier celles d'Imaging Source, après Basler. Et puis aujourd'hui, on a plein de marques qui proposent des caméras formidables, qui pour beaucoup d'entre elles ont des capteurs identiques en fait, issus de chez Sony. Donc on a des caméras Point Grey, ZWO, QHY, et puis on a la marque Player One de mieux en mieux installée en France. Enfin, c'est une marque, c'est la plus récente, on va dire. Mais actuellement en France, la marque la plus répandue, c'est ZWO. Donc avec ces caméras, on peut faire des images assez formidables. Enfin, celle-ci, c'est une image qui date déjà un peu, mais on voit qu'il y a des détails sur les satellites de Jupiter. C'était vraiment quelque chose d'inimaginable il y a seulement quelques années. Là, on voit, alors bon, c'est pris avec un gros télescope là qui est juste au-dessus de moi, l'observatoire du Pic du Midi, le télescope de 1 mètre de l'observatoire. Et on voit tous les détails là qu'on a sur le satellite Ganymède. C'est vraiment lié au fait qu'on ait des caméras comme ça très très rapides. Donc on a de la chance et surtout ces caméras coûtent de moins en moins cher. Pour les premiers modèles, en gros, on les trouve un petit peu en dessous de 300 euros. C'est déjà des modèles très très performants. Les moins chers sont des modèles avec des capteurs couleurs. Après, certains capteurs couleurs sont déclinés en noir et blanc, c'est-à-dire le même capteur mais sans la matrice de Bayer devant les pixels. Et en général, quand c'est monochrome, ça coûte plus cher. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est simplement lié au fait que industriellement, le fabricant des capteurs, Sony, fabrique plus de capteurs couleurs qui vont aller dans nos smartphones, etc., que de capteurs monochromes qui ont plutôt une vocation à usage scientifique ou de vidéosurveillance. Et ces capteurs, ils sont aussi beaucoup plus sensibles. Là, à gauche, on a la courbe d'un capteur, enfin des capteurs qu'on avait au début des années 2010. En gros, en fait, ça montre la sensibilité de la caméra en fonction de la couleur. À gauche, 400 nanomètres, c'est le bleu. À droite, 1000 nanomètres, donc 1 micron, c'est l'infrarouge, et puis le visible s'arrête vers 700 nanomètres. Donc on voit que les caméras qu'on avait il y a 10 ans à peu près avaient une sensibilité au maximum qui était de 50 à 60%. C'était bien, déjà, on était contents. Et maintenant, en fait, on voit là sur une courbe à droite l'IMX 533, qui est l'un des capteurs un petit peu en vogue en ce moment, très très sensible, autour de 500 nanomètres, c'est-à-dire dans le vert. Et là, on a une sensibilité qui monte à 90%. Donc ça veut dire que la caméra est capable d'enregistrer 90% des photons incidents dans ces couleurs, donc là vers 450, 500 nanomètres. Et on reste assez bon à la porte de l'ultraviolet vers 45%, et à la porte de l'infrarouge là, à 700 nanomètres, on est encore là aussi à 45%. Donc sur tout le spectre visible, globalement, une très très bonne sensibilité. Si on compare aux générations précédentes de caméras, si je prends 700 nanomètres, la limite de l'infrarouge, on était plutôt autour de 30-40%, un peu plus sur certains modèles. Les capteurs plus anciens avaient quand même une tendance à être plus sensibles dans le rouge et dans l'infrarouge que dans le visible. Alors l'intérêt de ces caméras, c'est de pouvoir aller voir des cibles plus lointaines. Ici, on voit la planète Uranus avec quelques détails détectés. Là, on voit même une petite tempête détectée. Ça avait fait l'objet d'une publication scientifique. Donc là encore, c'est avec le télescope de 1 mètre de l'observatoire du Pic du Midi. Mais avec les caméras les plus récentes, là, ça remonte un peu. Si on prend les caméras les plus récentes, on peut quasiment avoir ce niveau de résolution sur Uranus avec des télescopes de 300 à 400 mm. Alors, ce qui a beaucoup changé aussi ces dernières années, et ça continue à changer, ce sont les logiciels. On a en particulier AutoStackerd. AutoStackerd, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être capable d'analyser les images pour classer les images les meilleures dans une vidéo. On va décider si on veut
les 20%, 30%, 40% meilleures images, il va les trier, et surtout il va être capable d'aller sélectionner sur chaque image la meilleure partie, et il va additionner zone par zone en fait. C'est pas un alignement de l'image globale, c'est vraiment un alignement zone par zone, et ça corrige une partie de la turbulence atmosphérique. Et cerise sur le gâteau, le logiciel est capable de faire du traitement par l'eau. C'est-à-dire qu'on peut lui donner une série de 10 ou 20 vidéos à traiter, il va le faire tout seul, de préférence quand on dort, et on récupère ça le lendemain matin, et on peut regarder quelles sont les meilleures prises de vue de la soirée. Alors je vais pas faire de tutoriel sur le maniement du logiciel AutoStacker, dans la mesure où j'ai déjà mis des vidéos en ligne là-dessus. On en trouve aussi sur la chaîne de Ciel et Espace. L'intérêt de pouvoir corriger comme ça la turbulence dans le champ de la caméra, c'est de pouvoir prendre des images à grand champ. En l'occurrence, là on voit l'exemple sur un cratère lunaire, la résolution est la même sur tout le champ. Alors que les générations précédentes de logiciels, on faisait l'alignement sur un détail ou un alignement global, et du coup on pouvait avoir un bord d'image un peu moins net que le centre, en particulier sur la Lune ou sur le Soleil. Autre petite révolution, c'est une fois qu'on a additionné nos images, on va vouloir restaurer un petit peu les détails contenus dans cette image. Et pour ça, on va utiliser de préférence le logiciel Astro Surface. C'est un logiciel assez récent, développé par un Français. Et dans Astro Surface, on va faire deux types de traitements. Enfin, on peut simplement faire un traitement par ondelette. Là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un traitement par ondelette et comment ça marche dans le logiciel. Il y a des tutos pour ça sur cette page YouTube, enfin sur ce compte YouTube. Donc je mettrai le lien peut-être en fiche au-dessus, à côté ou en bas, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai le lien quelque part. Et donc on peut faire les ondelettes et on peut aussi faire ce qu'on appelle une déconvolution par PSF. Alors c'est un gros mot pour dire qu'en fait on peut faire un traitement à partir de l'image d'une étoile prise dans les mêmes conditions que la planète, c'est-à-dire avec la même focale, la même orientation de la caméra, si possible les mêmes conditions de stabilité ou même des conditions aussi bonnes que possible. Et à partir de cette information de la réponse du télescope à un point, le logiciel va pouvoir faire un traitement plus qualitatif que ce qu'on ferait simplement avec les ondelettes. Ça demande un petit peu d'apprentissage et d'expérience pour faire ça, mais quand on fait le traitement déjà avec les ondelettes, on a déjà quelque chose de très satisfaisant. Alors quand on veut aller plus loin, en gros, sur les planètes comme Jupiter, si la planète tourne, donc au-delà d'une vidéo d'image brute de 90, 100 secondes ou 150 secondes, ça dépend comment on compte, ça dépend du télescope, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais au-delà de ce laps de temps, la planète a tourné. Donc on ne peut pas s'amuser à combiner entre elles des images prises sur un laps de temps de 10 minutes, par exemple, et a fortiori de 20 minutes ou une demi-heure. Pour ça, il y a une astuce, c'est le logiciel WinJupos, un logiciel gratuit encore. Alors là, j'ai mis plein de tutos sur ce logiciel c'est pas un logiciel pour débutants, hein. Si vous débutez, pour le coup, voyez au bout d'un moment WinJupos, mais vous n'êtes pas obligé d'attaquer direct par WinJupos. Mais dès que vous commencerez à avoir des bonnes acquisitions individuelles, vous pouvez aller vous pencher sur WinJupos. Donc là, je rentre pas plus dans le détail, c'est pareil. Il y a plusieurs tutoriels sur cette chaîne YouTube. Il y en a au moins de 3 niveaux différents. Et en tout cas, ça permet de compenser la rotation de la planète sur elle-même. Sachez simplement que ça existe et attendez un petit peu d'avoir dépassé le niveau débutant pour vous préoccuper de WinJupos. En tout cas, avec ce logiciel WinJupos, on arrive à obtenir des images de très très bonne qualité. Ça, c'en est une récente, par exemple, du début du mois d'octobre, prise depuis Paris, et puis avec un télescope de taille un petit peu habituelle pour de l'imagerie planétaire. Là, c'est un télescope de 300 mm. Pour faire de l'imagerie planétaire, je conseille d'avoir un télescope au moins de 200 mm et tout ce qui existe entre 200 et 400 mm, et puis même plus éventuellement, mais là après on rentre dans des instruments un petit peu lourds, mais en tout cas, voilà, entre 200 et on va dire, allez, 350 mm, il y a pas mal d'offres sur le marché. Ce qui a changé beaucoup aussi ces dernières années, ce sont les compléments optiques. Alors on peut ne pas trop s'en soucier quand on débute. Il faut néanmoins savoir que ça existe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, la planète Mars ou la planète Jupiter sont hautes dans le ciel, mais Saturne est encore basse. Si vous faites une image de Saturne, vous allez voir que le bord haut de la planète est bleu et le bord bas est rouge. C'est ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique. Saturne est tellement basse, environ à 20 degrés de hauteur,
que l'atmosphère agit à la manière d'un prisme. Et bien ça, on peut le corriger avec un correcteur de réfraction atmosphérique. Là, on voit par exemple sur ce diagramme fait par Jean-Pierre Prost, je mets le lien de son site en dessous, à 20 degrés de hauteur, une planète va avoir un étalement de son image sur 4 secondes d'arc. C'est énorme, sachant que la résolution d'un télescope est en général inférieure à la seconde d'arc. Donc on va perdre beaucoup de qualité si on ne corrige pas ça. Si on a une caméra couleur, on va pouvoir corriger en partie le défaut en recalant les images rouge, vert, bleu contenues dans l'image couleur. Mais si on a un capteur monochrome, on va vraiment subir cette déformation de plusieurs secondes d'arc sans pouvoir la corriger du tout. La solution pour corriger ça, c'est ce qu'on appelle un correcteur de réfraction. C'est pour moi presque un accessoire de débutant. Alors si vous avez un petit télescope de 150 mm, ne vous en préoccupez pas. À partir de 200 mm, c'est quand même bien d'avoir ce correcteur de réfraction. Je rentre pas dans le détail sur la façon de le régler. J'ai fait des tutos aussi là-dessus. Donc encore une fois, allez voir sur cette chaîne YouTube. Il y a tout ce qu'il faut pour apprendre à régler cet accessoire. Simplement, retenez qu'il s'agit d'un système à 2 prismes qu'on va orienter l'un par rapport à l'autre pour faire varier la puissance globale du prisme. Donc il y a un réglage d'orientation d'un prisme par rapport à l'autre, et il y a aussi un réglage de l'angle global du prisme global obtenu là par l'ajustement des deux, et qui va permettre de corriger dans le bon axe par rapport à l'atmosphère. Donc voilà le genre de montage qu'on peut avoir au final. Ici, c'est le genre de montage que j'utilise chez moi, c'est-à-dire qu'on a une partie qui va servir de porte oculaire, avec une petite vis sur le côté, normalement qui est faite pour serrer les oculaires qu'on va mettre à l'intérieur. Mais en fait, là, dans cet accessoire-là, moi, ce que je fais, c'est que je mets la tête d'une lentille de Barlow pour augmenter la focale du télescope et du coup agrandir l'image de la planète un peu plus. Ensuite, j'ai mon correcteur de réfraction, qu'on appelle aussi ADC, Atmosphéric Dispersion Corrector. Ensuite, j'ai une roue à filtre donc, qui va être utile quand j'utilise une caméra monochrome. Si on a une caméra couleur, la roue à filtre, on peut s'en passer. C'est pas l'accessoire vraiment indispensable quand on débute. En tout cas, le correcteur de réfraction et la Barlow, c'est plutôt utile de les avoir. On a un petit support pour oculaire, vissé sur la roue à filtre, et puis à la fin, on a la caméra. Il est intéressant juste de noter que sur ce montage, les accessoires sont tous vissés les uns aux autres, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez rigide. Si on choisit mal ces accessoires, on peut être dans des systèmes emboîtés les uns dans les autres, juste tenus par une vis sur le côté. Et bon, c'est pas du tout rédhibitoire, mais si on peut, autant d'emblée choisir des accessoires qu'on va pouvoir visser les uns aux autres. On aura quelque chose de plus durable, de plus qualitatif, et même peut-être de plus évolutif. C'est-à-dire que quand on veut rajouter une roue à filtre, en fait, c'est des pas de vis de 42 mm. Voilà, il suffit juste d'insérer la roue à filtre entre deux accessoires avec ce pas de vis. Alors même quand on débute, il faut parler des filtres. Il y a un filtre qui est vraiment important. Si vous débutez, moi je vous conseille de prendre plutôt une caméra couleur. C'est plus simple, on a directement l'information couleur. Mais même si on a une caméra couleur, il y a un filtre qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle un IR cut. C'est en fait un filtre en verre qui a l'air transparent comme ça à l'œil nu. Mais en réalité, ce filtre coupe les infrarouges et en général également les ultraviolets. Et c'est vraiment important parce que les capteurs couleurs ont des filtres devant chaque pixel, la matrice de Bayer, mais ces filtres en général sont sensibles dans l'infrarouge. Donc si on regarde simplement à l'œil, si on pouvait regarder sous un microscope ces filtres, on les verrait rouge, vert, bleu, mais si on pouvait les regarder avec un œil infrarouge, on verrait en gros qu'ils sont tous à peu près transparents. Et donc si on ne met pas ce filtre IR cut, on aura une mauvaise balance des blancs et un mauvais rendu des couleurs tout simplement avec notre caméra couleur. Quand on a une caméra monochrome, ce que je ne conseille pas forcément pour débuter, vous l'aurez compris, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, passer le stade de débutant, quand on veut aller plus loin, passer à une caméra monochrome, ça peut être une bonne idée. Et donc, quand on a une caméra monochrome, on va utiliser différents filtres, principalement un filtre, de nouveau un IR cut, pour faire une image grise de la planète avec un maximum de lumière, ce qu'on appelle une luminance. C'est là où on va chercher à avoir le plus de dynamique, le plus de détails. Et après, quand on veut restituer les couleurs, là, il va falloir user d'un jeu de filtres rouge, qu'on a en bas à gauche ici, vert en haut à droite, et bleu en haut au milieu. Donc à partir de ça, on va pouvoir restituer une information couleur
en passant ces images-là dans un logiciel comme WinJupos. Il y a d'autres filtres qui existent. Alors, les filtres ultraviolets, c'est un peu anecdotique. Il faut déjà bien maîtriser les choses pour aller observer dans l'ultraviolet, dans la mesure où les caméras qu'on utilise sont assez peu sensibles dans l'ultraviolet. Et puis la turbulence atmosphérique, surtout, est plus forte à mesure qu'on se décale dans le bleu. Et dans l'ultraviolet, là, on arrive dans une zone où ça devient vraiment difficile. L'autre filtre plus facile, par contre, c'est le filtre infrarouge. Alors, il en existe plusieurs. Là, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais plusieurs filtres laissent passer l'infrarouge. Simplement, on décide est-ce que ça laisse passer la lumière rouge, enfin, est-ce que ça laisse passer l'infrarouge à partir de la lumière rouge, ou est-ce que ça coupe vraiment à la limite visible infrarouge, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, ces filtres-là ont l'intérêt de stabiliser un peu les images, mais on n'aura pas autant de résolution dans l'infrarouge que ce qu'on peut avoir dans le bleu. Et pour ça, je vous renvoie à la vidéo précédente où on parlait du pouvoir séparateur du télescope. Et ce pouvoir séparateur dépend donc de la couleur de la lumière que l'on observe. Et puis il y a des filtres vraiment très techniques. Là en bas à droite, on a un filtre méthane CH4. C'est des filtres, ce filtre méthane là permet de voir l'altitude des nuages. En fait, c'est une bande d'absorption sur Jupiter. C'est pareil, là j'ai fait, si ça vous intéresse de savoir ce que c'est exactement un filtre méthane, j'ai fait une vidéo récente là-dessus. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Là, je vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Là, on commence à rentrer dans des choses un peu techniques qui sont plus vraiment dans les préoccupations des débutants. Alors, quand on débute, par contre, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de savoir quel télescope choisir. Ce qui est important quand même, on l'a vu dans la vidéo précédente, par rapport aux conditions de stabilité atmosphérique, on va jouer sur une plage de diamètre, si possible, comprise entre 200 et 400 mm de diamètre. Si on monte plus en résolution, bah alors déjà on va avoir un instrument très lourd, évidemment il va commencer à coûter cher, et puis surtout il va devenir, on va pas forcément gagner en résolution, simplement à cause de la turbulence atmosphérique. En fait, ce qu'on va chercher, c'est un télescope, si possible, qui se mette facilement à température. C'est-à-dire que si on a un télescope dont le miroir principal reste chaud la nuit, il va y avoir des échanges thermiques entre le miroir principal et l'air à l'intérieur du tube, voire l'air à l'extérieur du tube, selon la formule optique. Et donc, on veut un instrument qui se refroidisse facilement et qui se refroidisse pas en dessous de la température ambiante. Ça peut arriver aussi si la tôle du tube rayonne vers le fond de ciel, et ben on peut avoir parfois des télescopes qui vont en dessous de la température ambiante, et dans ce cas, c'est des pièges à rosée. On récupère un télescope dégoulinant à l'arrivée. Donc voilà, si ça arrive, il y a des solutions. En tout cas, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs, mais il y a des solutions pour éviter d'avoir un télescope qui se refroidisse trop. On veut un télescope qui soit plutôt stable optiquement, c'est-à-dire que, alors vous pouvez prendre n'importe quel télescope, sauf les Maksutov en gros, pour simplifier. Sur n'importe quel télescope, il faudra toucher au réglage optique. Mais ce qu'on veut, c'est qu'une fois que ce réglage optique est ajusté, on veut qu'il soit conservé, au moins sur la soirée d'observation, c'est le minimum syndical, et pourquoi pas sur plusieurs nuits d'observation. On gagne comme ça beaucoup en efficacité. Donc au final, le meilleur compromis, donc c'est ce que je disais, là j'ai fait une faute de frappe, j'ai écrit 2500 au lieu de 250, je voulais mettre donc l'idéal c'est des télescopes donc de 250 à 500 mm. 500 mm on est optimiste, hein. Les gens aujourd'hui qui arrivent à bien exploiter des télescopes de 500 mm, c'est des gens qui ont des bonnes conditions d'observation à domicile, et c'est souvent des gens qui sont à d'autres latitudes que celles de la France. En particulier pour des gens qui habitent plus bas en latitude, ils ont moins de vent à très haute altitude, ce qu'on appelle le jet stream, et c'est un vent qui nous embête beaucoup. Donc chez nous, le diamètre, la plage de diamètre vraiment optimum, c'est aller avoir au moins 250 mm, parce qu'on a quand même un gain significatif par rapport à 200 mm, et monter jusqu'à 350 voire 400 grand maximum. Alors ensuite, une fois qu'on a défini un peu la taille du télescope, le diamètre du miroir qu'on va chercher, on peut se poser la question de la formule optique. Il y a plein de formules optiques différentes, des lunettes, des Maksutov, des Schmidt-Cassegrain, des Newton. C'est un peu un inventaire à la Prévert et je pense qu'il y a de quoi être perdu quand on débute.
Alors là, c'est un exemple de télescope que j'utilise personnellement. Ça, c'est un télescope de la famille des Cassegrains. Alors Cassegrain, ça veut dire simplement qu'il y a un miroir principal au fond du télescope, un miroir convexe placé devant le miroir principal, donc un miroir convexe qui est plus petit. En fait, il renvoie la lumière à l'arrière du télescope. Là, ces télescopes chez Takahashi, en fait, c'est vraiment très haut de gamme, ça coûte cher. Je conseille pas forcément, sauf à trouver ce genre de télescope d'occasion. J'ai des télescopes personnellement qui sont assez haut de gamme, mais je les ai pas achetés neufs. Bon, en tout cas, c'est des télescopes qui ont un très bon rendement. Si on a les moyens, bah, à la limite, voilà, si vous êtes large financièrement, ça peut être le genre de choses que vous recherchiez. Donc, chez Takahashi, c'est une formule même plus précise qu'on appelle le Dal-Kirkham. Alors pourquoi les dalles Kirkham sont intéressants? En fait, leur miroir secondaire est sphérique. Et une forme sphérique, optiquement, c'est facile à fabriquer. Du coup, on obtient un miroir avec une très bonne qualité optique. Mais le dalle Kirkham a d'autres défauts. La qualité d'image, quand on s'éloigne du centre de l'image, devient assez mauvaise à cause d'un défaut de coma. Bon, maintenant, enfin, en l'occurrence, chez Takahashi et chez d'autres marques comme Planewave, on trouve des dalles Kirkham équipées d'un correcteur, d'une lentille correctrice qui permet d'avoir aussi des bonnes images quand on s'éloigne de l'axe optique. Après, finalement, on voit, quand on monte en diamètre, la formule la plus simple, c'est celle de Newton. Alors, la formule de Newton, on l'a abordée dans la vidéo précédente, c'est très simple, hein. On a un miroir à l'arrière du tube, et à l'avant, on a simplement un miroir plan qui renvoie la lumière sur le côté. Très simple. L'un des très très bons observateurs au monde s'appelle Anthony Wesley, il est vraiment parmi les meilleurs, et lui, il utilise un Newton de 400 mm. Après, alors je sais plus ce qu'il fait comme métier, mais en tout cas, il a l'âme de l'ingénieur, s'il n'en a le métier, je ne sais pas trop. Et en fait, il a beaucoup modifié son télescope pour que la mise en température du télescope soit optimum. Donc, il y a des sondes de température, des ventilateurs, etc. C'est pas indispensable de pousser la logique aussi loin, mais voilà, il faut simplement savoir que des gens qui observent et qui essayent d'optimiser leur matériel parfois font ce genre de choses. Après, il habite en Australie, il fait très chaud la journée, il n'a pas forcément les mêmes problèmes qu'on peut avoir, nous, dans une zone plus tempérée, on va dire. En tout cas, il obtient de très belles images de Jupiter. Alors, un autre exemple, on est toujours sur du Dobson, c'est une solution que j'aime bien. Là, c'est Yann Le Gall, qui a un télescope Dobson de la marque Skyvision, c'est une marque française, plutôt haut de gamme, donc des optiques de très bonne qualité. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un télescope où la mécanique à la base est très simple, peu coûteuse, enfin la mécanique de la monture, j'entends, et du coup, ça permet quand même de réduire le coût de l'instrument. Son Dobson fait 15 pouces, donc ça doit être 380 mm. Donc c'est un gros diamètre déjà, très gros diamètre. Et en fait, plutôt que d'avoir une monture équatoriale capable de supporter tout ça, il a ce qu'on appelle une table équatoriale. C'est la petite partie qu'on voit en dessous. Elle est motorisée, elle permet de faire des mouvements sur deux axes, donc ça c'est pas mal du tout. Et avec cette configuration, il a obtenu de très 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 belles images. Alors il avait un peu levé le pied ces dernières années, mais là il s'y remet et puis il continue à sortir de très belles choses. Donc voilà, il faut savoir que cette solution existe avec table équatoriale, elle est intéressante. Mais finalement, l'une des solutions actuelles peut-être les plus intéressantes, c'est on reste dans la famille des Dobson, c'est-à-dire un instrument avec une monture très simple. C'est toujours un télescope de Newton optiquement, c'est-à-dire un miroir primaire au fond, petit miroir plan en haut qui envoie la lumière sur le côté. Et j'ai vu cette image passer il y a quelques semaines. Tom Williams s'est pris depuis l'Angleterre, c'est remarquable de finesse. C'est pris avec un télescope Skywatcher de 400 mm. Et alors ce télescope, vu comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'il a même pas de moteur. Et en l'occurrence, si en fait il a un moteur, on voit la petite raquette de commande sur le côté. Et donc là, on a ce qu'on appelle une monture alt-azimutale, c'est-à-dire qu'on va actionner deux moteurs pour compenser la rotation de la Terre. Ce type de monture va être un peu moins confortable à plein d'égards par rapport à une monture équatoriale, c'est-à-dire une monture qui a un axe parallèle à celui de la Terre, donc il y a simplement un axe à tourner. Mais franchement, là on parle d'un télescope, alors chez Skywatcher,
Le 400 mm, pour le déplacer seul, ça commence à devenir un peu dur. Par contre, pour le 300 mm, il n'y a aucun problème. Et il existe aussi un 350 mm. Je pense que le 350 mm est encore gérable par une personne seule. J'ai utilisé le 300 et le 400, donc je vous dis ça un petit peu à vue de nez. J'ai pas eu le 350 entre les mains, j'ai pas essayé de le rentrer dans ma voiture, etc. Donc je suis pas certain de ce côté-là, mais voilà, il faut savoir que ça existe. On doit trouver le même type de télescope chez la marque Orion, il me semble. Il faut savoir que Orion et Skywatcher, ce sont deux marques différentes, mais qui sont toutes les deux fabriquées dans la même usine qui s'appelle Sinta en Chine. Au niveau des optiques, dans ces télescopes, on a des optiques de relativement bonne qualité, mais on n'a pas le même niveau de finesse de surface que ce qu'on peut avoir sur un télescope d'artisan comme le Skyvision qu'on évoquait précédemment. Chez Skyvision, ils ont un opticien de très bonne qualité qui s'appelle Michel Bonin et qui est capable de faire des surfaces optiques très douces, de très bonne précision. Plutôt intéressant de faire de l'imagerie planétaire. Mais bon, malgré tout, moi, quand je vois cette image de Tom Williams, bravo, quoi, c'est remarquable et son optique doit être quand même pas mal du tout. Quand on achète ce genre de télescope, si la qualité optique s'avère un peu insuffisante, qu'on manque de contraste, etc., il est toujours possible d'envisager de faire doucir la surface du miroir par un artisan. Alors on peut demander à Skyvision si Michel Bonin peut faire ça. Sinon, il y a Terence Pellier, il y a Mirosphère aussi, Franck Grière. Donc vous pouvez chercher ces artisans, ils sont capables de faire ce genre de choses pour un coût qui est pas négligeable, mais qui est pas totalement prohibitif. On doit être quelque part entre 1000 et 2000 euros selon ce qui est demandé exactement, selon le diamètre du miroir, etc. C'est pas négligeable, hein, c'est déjà des budgets assez importants, mais là on parle de télescopes qui sont déjà de taille assez importante. Alors pour fixer les idées, j'ai testé pour Ciel Espace il y a peu de temps le Skywatcher en 300 mm, donc cette version-là, comme ça en alt azimutal. Le prix du télescope est de 2300 euros. J'ai partagé le test sur les réseaux sociaux en disant oh là, enfin un gros diamètre abordable avec la motorisation. Il y a plein de gens qui me sont tombés dessus. Oh là là, 2300 euros, c'est cher quand même. Mais je pense que ces gens-là n'ont pas vécu l'astronomie amateur à l'époque des années 90 ou du début des années 2000, où avoir un télescope de 300 mm motorisé, ça relevait du rêve assez inaccessible. Non pas qu'il n'y avait pas d'offres, il y avait un petit peu d'offres, moins qu'aujourd'hui. Mais pour avoir ce genre de télescope, je pense qu'il fallait un budget de l'ordre de peut-être 4 ou 5 fois supérieur. Il faudrait retrouver des publicités de l'époque et puis ramener ça en euros constants. Mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Là, avoir un télescope 300 mm, c'est gros, hein, déjà. C'est déjà un bel instrument, donc c'est déjà une bonne solution. Donc ça fait partie des belles solutions à envisager en ce moment. Dans ce qui se fait de mieux actuellement, moi, la plus belle image amateur que j'ai vue ces derniers temps, c'est pris par Marco Lorenzi depuis Singapour. Donc là, c'est un télescope d'un peu plus de 500 mm, 21 pouces. Et là, on est encore sur un Dobson. Il y a une motorisation dessus et c'est un Dobson de fabrication allemande, la marque Norris. C'est de l'artisanat, hein, je pense, mais de l'artisanat d'assez bonne facture quand on voit la finition. Bon voilà, je connais pas cette marque, mais quand on voit l'image, il y a peu de doute que l'optique soit relativement bonne. Je reviens un petit peu en arrière, là, dans la famille des Cassegrain, je signale, alors moi j'aime bien les Cassegrain personnellement sur une monture équatoriale, c'est des questions de goût personnel, mais en tout cas voilà, quand on a les moyens, je conseille plutôt d'aller vers un casse-grain sur une monture équatoriale, et en concurrent là de ce télescope chez Takahashi, il y a un télescope de la marque Kepler, donc en casse-grain pur, qui fait 250 mm, qui est d'un bon rapport qualité-prix. Et son prix de vente neuf doit être de l'ordre de 3000 euros. Et bon, une fois que j'ai dit ça, on se rend compte que voilà, pour un télescope de plus petit diamètre et pour plus cher que le Skywatcher 300 mm que j'évoquais précédemment, voilà, on a un écart entre les deux, mais c'est des télescopes qui vont avoir des stabilités de réglage meilleures, des comportements thermiques meilleurs, qui vont être un peu plus loin du sol. Enfin bref, ça fait un télescope qui a tout un tas de qualités pour observer les planètes que n'a pas forcément le télescope de Dobson.
Et puis c'est un télescope plus compact aussi, plus facile à transporter qu'un gros Dobson comme ça. Alors là, le Skywatcher qu'on voit, hein, vous avez peut-être repéré, il y a des tubes sur le côté. En fait, ces tubes peuvent coulisser pour se rétracter. Donc le télescope est quand même plus compact que ce qu'on voit là. Parce que là, on a un tube. Si on met le télescope tout droit, là, on a le haut du tube est à peu près à 1,60 m. Hein, donc c'est gros déjà. Hein. Enfin là, c'est même le 400 mm, c'est encore plus haut, mais si on parle du 300 mm, le haut va être à 1,60 m, et sur le 400 mm, il va être encore un petit peu plus haut. Sur les télescopes, ce qui est important à considérer, on cherche à avoir le moins d'obstruction possible. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? L'obstruction, en fait, c'est la taille du miroir secondaire comparé au miroir primaire. On compare ça en pourcentage du diamètre. Et là, on voit l'impact. En fait, là, on prend un télescope parfait à gauche qui n'a pas d'obstruction. On compare un télescope qui a 20% d'obstruction. Ça arrive sur certains newtons en particulier. On est parfois autour de cette valeur-là, très intéressante, et on voit qu'on a peu dégradé l'image. On voit à droite la courbe en fait de dégradation de l'image. Je ne vais pas commenter les unités, parce que là on va rentrer dans des détails optiques. Là c'est pareil, j'ai fait des vidéos pour expliquer ce que c'est une bonne optique, donc vous pouvez aller les voir, je détaille un peu ce genre de choses. Peu importe, retenez simplement la forme de la courbe ici. Vous voyez que plus l'obstruction augmente, plus on perd en fait en contraste d'une certaine façon. Et donc on voit qu'à 20%, on a vraiment peu perdu, mais après ça s'accélère. Une obstruction de 40%, l'image est franchement dégradée, et à 50%, ça devient très très fort. Si vous voulez calculer pour votre télescope, vous avez ici la formule du pourcentage de dégradation, pardon, où là le chiffre P c'est le pourcentage d'obstruction. Donc par exemple, si c'est 0,3, je fais 1 moins 0,3 au carré, le tout au carré, et là je sais où je me situe sur cette courbe. Enfin, la courbe là est calculée à partir de cette formule. Alors le défaut d'obstruction, c'est pas le seul que l'on aura sur le télescope. On va aussi avoir différents impacts de la qualité optique. Donc là, on illustre ça. En fait, on voit différents pourcentages d'obstruction. Donc à gauche, on n'a pas d'obstruction. Sur la ligne du haut, on a un télescope optiquement parfait. La deuxième ligne, on est sur un niveau de qualité optique qui reste parfait et on voit qu'il n'y a pas tellement de différence entre la première et la deuxième ligne. La troisième ligne, on est sur ce qui est représentatif d'un télescope de bonne qualité. C'est-à-dire que la deuxième ligne là qu'on avait ici, c'est un peu illusoire. Il y a quelques instruments amateurs à ce niveau de qualité, mais c'est extrêmement rare. Le plus souvent, les bons télescopes amateurs sont autour ici du chiffre. Là, je rentre pas pareil dans le détail de ce chiffre là de L sur 4. C'est la longueur d'onde divisée en 4, mais peu importe. Simplement retenez qu'ici on est à peu près au niveau de qualité un peu standard d'un bon télescope amateur. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant? C'est que si on a 0% d'obstruction et qu'on est à ce niveau de qualité, si on compare un télescope parfait, bon, en fait, on n'a pas dégradé l'image. Par contre, ici, dès que je me mets à 18% d'obstruction, on voit qu'on a une toute petite perte. Et là, surtout, ce qui est intéressant de comparer, c'est 33% d'obstruction, ce qui est représentatif de beaucoup, beaucoup, beaucoup de télescopes. Les Schmidt-Cassegrain, les Cassegrain, les Dahl-Kirkham, ils sont tous, même les Maksutov presque, sont à ce niveau-là d'obstruction. Et donc là, on voit que tout ce qu'on a perdu, voilà, un télescope amateur typique, il est quelque part entre cette image-là et cette image-là, et on voit qu'on a perdu énormément de contraste et de dynamique par rapport au télescope parfait. Et puis après, si on tombe dans la qualité un peu moyenne, un peu moyenne des télescopes amateurs, enfin, le bas de la moyenne, on va dire, et ben on voit que même sans obstruction, bah, on a beaucoup dégradé l'image, et que si on a de l'obstruction, là, on finit par avoir une image très mauvaise. Je vous raconte tout ça pas pour rien, là, on rentre un peu dans des détails d'optique, hein, c'est simplement pour souligner l'importance de cette obstruction et aussi l'importance de la qualité optique. Il est intéressant soit d'aller vers un télescope qui a un peu d'obstruction autour de 30%, c'est comme je disais, c'est le cas de beaucoup de télescopes, mais qui va être haut de gamme. Donc du coup, on sait qu'on va quand même maintenir le niveau sur la qualité optique. Ou alors, on peut faire le choix d'aller sur un télescope qui a peu d'obstruction et qui aura une qualité optique un peu plus moyenne, où on va se situer quelque part entre ces deux images-là. C'est aussi un choix intéressant et c'est ce qu'on peut avoir sur les Dobson
du commerce, quoi, enfin, de la grande production en usine, etc. Et puis, bah, évidemment, on peut aussi choisir de se faire fabriquer un télescope, là, qui sera certainement artisanal, qui va essayer d'allier la faible obstruction et la bonne qualité optique. C'est le cas, par exemple, de télescopes chez Skyvision. Skyvision est capable, comme ça, de faire du sur-mesure. C'est très coûteux. Là, on peut y aller sans détour, hein. On parle de télescopes qui seront au-delà de 10 000 euros sans la monture en dessous. Donc des télescopes très coûteux, mais voilà, qui vont allier un petit peu ces deux mondes. Alors une fois qu'on a trouvé le télescope idéal, ça fait pas tout. Il y a une chose vraiment mais importante que je martèle, que plein d'autres gens martèlent. Il faut faire en sorte que son télescope soit bien réglé. Quand on a un télescope Newton, c'est pas très compliqué en fait. Alors c'est expliqué, il y a un hors-série sur le matériel qu'on avait fait dans Ciel et Espace. J'ai aussi fait un livre qui s'appelle, avec Guillaume Blanchard, qui s'appelle Observer avec une lunette et un télescope. Dans tous ces supports, on va trouver les conseils pour aligner l'optique d'un télescope. Sur un Newton, là, je peux vous expliquer quand même brièvement. Une astuce, ça va être de se mettre à une distance. Enfin, le tube fait une certaine longueur et en gros, on s'éloigne du tube optique à peu près de la même longueur, à une distance en fait où on voit le miroir secondaire de dos et on fait en sorte d'être à la distance où il se superpose exactement à son image, à son reflet dans le miroir principal. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a superposé les deux, et ben en fait, ça doit être centré. Et là, on voit à gauche en fait que les quarts de miroir primaire là qu'on voit autour du secondaire, bah, sont pas du tout centrés en fait, hein. On est plus proche du bord ici que du bord là-haut. Donc ça, c'est un miroir primaire qui est déréglé. Et bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Simplement, on joue sur les vis du miroir primaire. Et alors, si on le fait à deux, c'est plus facile évidemment, hein. Il y en a un qui regarde devant, un qui touche derrière, mais tout seul, on peut s'en sortir aussi. Et on fait en sorte de ramener ça, d'avoir la même distance de chaque côté. Là, on a une version, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà pas mal. Sur le miroir secondaire, donc ce petit miroir là, on voit qu'il a trois vis au dos, là, le miroir secondaire du Newton. On va l'aligner également. Alors ce miroir secondaire, souvent, ça peut arriver qu'on reçoive le télescope et que ce miroir soit réglé comme il faut d'origine. Le miroir primaire, le miroir principal, il est plus gros, plus lourd, c'est rare, mais le miroir secondaire, c'est tout à fait possible. Le miroir secondaire, il y a deux solutions. Moi, à la limite, je vous conseille d'acheter ce qu'on appelle un laser de collimation. Il va permettre de faire passer un faisceau lumineux depuis le porte-oculaire qui va se réfléchir dans le miroir secondaire. Et sur le miroir primaire, souvent, il y a un petit œillet qui est collé. Et on va essayer de régler le miroir secondaire pour amener le faisceau du laser au centre de cet œillet. Donc ça, c'est une façon de faire avec le laser, c'est assez facile. Et le laser peut même servir à régler le miroir primaire, hein. On va regarder le retour du faisceau laser. C'est une bonne façon de faire. Le réglage ne sera pas parfait, attention, hein, on va le finir sur le ciel. Sinon, l'autre solution, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Cheshire, ou enfin, il y a d'autres termes qui existent. Enfin, en gros, c'est un trou, un tout petit trou, qui va permettre de centrer son œil dans le porte-oculaire. Et là, on va chercher à voir ce que j'ai montré sur les images du bas. Là, on voit que si le miroir secondaire n'est pas aligné, en fait, cette pastille dans le miroir primaire ne va pas coïncider avec le petit trou qu'on a dans notre œilleton. Et donc, on va essayer et puis, on voit là, hein, que rien n'est concentrique. Et donc, on va essayer d'amener le trou de l'œilleton sur la pastille qui est au centre du miroir primaire. Il reste un petit décentrage du miroir secondaire qui est tout à fait normal en fait. Sur un Newton, le miroir secondaire n'est pas centré. Ça, c'est un petit peu une ruse là pour les débutants. On peut avoir l'impression qu'il y a un problème de réglage parce que ce miroir n'est pas parfaitement centré. Concrètement, il va être, que je ne dise pas de bêtises, oui, ça, il doit être légèrement éloigné vers le bas, ici. Si le porte-oculaire est en haut, il va être légèrement vers le bas, parce qu'en fait, le miroir intercepte un faisceau qui monte comme ça, et il va être placé en biais dans ce faisceau. Et si on veut être centré dans ce faisceau, en fait, il faut que le miroir secondaire soit légèrement décalé physiquement par rapport au bord du tube. C'est ce qu'on appelle l'offset du miroir secondaire et qu'il y a seulement sur les télescopes Newton.
Une fois qu'on a fait ce réglage qui est un peu un pré-réglage, on va dire, on va aller directement sur une étoile. Si on a un télescope de la famille des Cassegrains, c'est-à-dire les Maksutov, les Schmidt-Cassegrain, les Cassegrain, les Dal-Kirkham, les éventuels Grégory, c'est plus rare, on peut passer l'étape que je viens de décrire sur le télescope de Newton, on peut aller directement sur une étoile, dans la mesure où tous les télescopes que je viens d'énumérer, là, dans la famille des Cassegrains, c'est-à-dire tous ceux qui ont le porte-oculaire à l'arrière du télescope, derrière le miroir principal, tous ces télescopes-là, en général, n'ont qu'un seul miroir à régler, ce qui est en fait assez simple quand même. Et là, en fait, l'idée, ça va être de regarder une étoile à fort grossissement. Alors, si c'est un télescope de 200 mm, par exemple, vous pouvez grossir 3 fois le diamètre du télescope exprimé en millimètres, donc 600 fois, par exemple, et comme ça, vous verrez bien l'image de l'étoile. Si le télescope est déréglé, c'est le cas sur la ligne du bas, quand on défocalise, et ben on va voir que ça va faire un donut, mais un donut qui aura un rond central un peu excentré et qui aura un anneau plus lumineux d'un côté que de l'autre. Si on défocalise trop, le défaut se voit moins. Donc il faut défocaliser relativement peu. Et on va essayer de toucher au miroir principal pour régler ce défaut, tout simplement. On voit en bas l'image de l'étoile à plus fort grossissement encore, et donc on voit en bas à gauche une étoile défocalisée. On voit au milieu ici une étoile presque réglée, et on a autour l'anneau de diffraction. On voit que dans l'anneau, il y a de l'énergie tout autour, mais il y a plus d'énergie d'un côté que de l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la figure ici, en bas à droite. Je vais vérifier qu'elle ne soit pas cachée quand même. Derrière, non, ça va, tout va bien. Voilà, et donc si on observe là, par exemple, si je prends la figure qui est en bas à gauche ici, s'il y a plus d'énergie sur la gauche de l'étoile, ça veut dire que la zone du champ où le réglage est bon est sur la droite de l'étoile. Là, le défaut qu'on voit, c'est de la coma, et il envoie de l'énergie un peu à l'opposé de là où se situe l'axe optique. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous observez ça sur une étoile, vous décalez l'étoile sur la droite du champ de l'oculaire, et ensuite vous ramenez l'étoile au centre du champ, mais en touchant au vis de réglage du télescope. Donc sur un Newton, arrivé à ce stade, vous allez toucher aux vis qui sont à l'arrière du miroir primaire, vous ne touchez plus au secondaire. Sur un Schmidt-Cassegrain, vous allez toucher aux vis qui sont derrière le miroir secondaire, il n'y a pas de vis derrière le miroir primaire. Sur un Cassegrain, vous allez plutôt toucher aux vis qui sont derrière le miroir primaire, c'est un peu compliqué. Hein. Sur un Maksutov, vous n'avez pas le choix, les vis touchent seulement au miroir primaire. Et sur les Dal-Kirkham, pour finir, alors je vais parler de ceux de la marque Takahashi, dans la mesure où il y a quasiment que Takahashi qui fait des télescopes Dal-Kirkham. Donc sur les Dal-Kirkham, on va toucher au vis du miroir secondaire. Sauf exception sur les très gros diamètres, mais la plupart des Dal-Kirkham chez Takahashi vendus font 180, 210 mm et 250 mm de diamètre. Et ils offrent simplement une latitude de réglage sur le miroir secondaire. Donc c'est un cas de figure, arrivé à ce stade où on est sur étoile, on touche plus qu'un seul miroir. Hein. C'est-à-dire que s'il faut toucher 2 miroirs sur le ciel, c'est vraiment très difficile. J'insiste sur cette collimation, dans la mesure où en imagerie planétaire, on essaye de faire de la haute résolution, et si on n'obtient pas ce niveau de qualité de réglage, on va vraiment vite dégrader la qualité d'image. Et donc, c'est pas souhaitable du tout, et en fait, ça reste le principal défaut dont souffrent les télescopes amateurs. Pour avoir les figures qu'on a en bas, ici, alors il ne faut pas hésiter à grossir, hein, au moins 3 fois le diamètre du télescope exprimé en millimètres. Vous pouvez grossir plus si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. La difficulté d'arriver à ce niveau de qualité de réglage, c'est que pour voir une étoile sous cet aspect-là, il faut un ciel très stable. Il faut que le télescope soit bien à température. Et plus on va monter en diamètre, et plus le télescope sera sensible à la turbulence, et donc plus il sera difficile de voir cette figure. Donc il n'y a pas de solution vraiment miracle. Moi, ce que je peux conseiller, si vous observez à domicile par exemple, c'est d'essayer d'avoir un chercheur de bonne qualité, un chercheur optique qui permet de viser la planète.
Si possible, qui grossisse au moins 9 à 10 fois, voire 12 fois, et de faire en sorte que ce chercheur ait un support mécanique très stable. Et en fait, vous verrez du coup, s'il y a un décalage entre ce que vise le chercheur et ce que vise le télescope, ça veut sans doute dire que le télescope s'est déréglé. Donc ça doit mettre la puce à l'oreille. Et si le chercheur est fiable, bah vous pouvez très bien centrer très précisément la planète dans le chercheur du télescope et la ramener au centre du télescope avec les vis de réglage, avec les vis de collimation. Et dans ce cas, un soir de mauvais temps, comme ça, vous aurez un meilleur réglage. Et d'ailleurs, l'une des astuces, je ne sais pas si je l'ai déjà donné, mais ça peut être plutôt que d'utiliser un chercheur de télescope optique classique, on peut mettre à la place éventuellement une lunette de tir faite pour mettre sur un fusil. Ces lunettes-là sont plus stables en termes de réglage et elles ont une bonne précision optique. On trouve certains modèles abordables autour de 200 euros. Bon, c'est un petit budget, hein, mais en imagerie planétaire, c'est le genre d'astuce qui peut permettre d'optimiser un peu la qualité de ces résultats, la fiabilité de ces résultats. Dans les lunettes que j'ai testées, assez fiables et d'un rapport qualité-prix vraiment très bon, il y a la lunette Vortex Crossfire 2, et ses caractéristiques, c'est 3 à 9 de grossissement x 40, donc 40 mm de diamètre. Donc ça, c'est une très bonne lunette. Il faut bricoler un peu pour l'adapter sur un télescope. Il faut lui trouver un support, etc. En partant des montages mécaniques des gens qui font du tir. Mais après, voilà, on peut se débrouiller à mettre ça sur pas mal de télescopes en bricolant un petit peu. Et ça peut être vraiment une façon d'avoir des réglages comme ça qu'on peut vérifier facilement. Donc voilà, sur ces réglages, je vous évoquais comme ressource ce livre, donc Observer avec une lunette et un télescope. Il y a des explications sur la façon de régler un télescope. Il y a ce hors-série lunettes et télescope de ciel et espace. Il date un peu, mais il parle que de matériel. En fait, dans le matériel, il y a peu de choses qui se démodent. Et évidemment, la façon de régler un télescope, ça n'a pas changé dans le temps. Et je vous recommande vivement le site de Thierry Legault, qui est un peu une référence aussi pour les réglages optiques. Il explique très bien le cas de figure du Schmidt-Cassegrain en particulier. Puis en haut à droite, encore un autre livre où Guillaume Blanchard et moi-même avons coécrit avec Philippe Hénarejos. On a couvert justement un peu les parties techniques sur la photographie et les réglages d'instruments. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, il y a encore quelques détails sur l'optique, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour pas faire trop long. Il y a d'autres vidéos qui parlent de tout ça, de tous ces défauts optiques qu'on peut avoir sur un télescope. On peut aussi chercher à les résoudre. Là, on n'est plus tout à fait dans le niveau débutant, donc je saute ça. Et si vous voulez des conseils sur l'astrophotographie, l'imagerie planétaire, donc pour prolonger un peu cette vidéo, je vous recommande ce hors-série tout frais de Ciel et Espace, sorti seulement il y a quelques mois. Il faut savoir que si vous vous abonnez à Ciel et Espace, lorsque vous avez un abonnement numérique ou un abonnement premium, vous avez accès aux anciens numéros en version numérique. Donc même si le numéro est sorti il y a quelques mois comme celui-ci, ou il y a plusieurs années comme celui-ci, là c'était 2008 il me semble, celui-ci, il est encore accessible et le contenu est accessible et vous avez toutes les ressources qu'il faut à cet endroit-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous avez peut-être plein d'autres questions qui vous restent, et ben si c'est le cas, faites une chose simple. Vous pouvez les mettre en commentaire, et s'il y a suffisamment de questions qui justifient de faire une troisième vidéo pour les débutants, et ben je ferai une troisième vidéo pour les débutants. Pas forcément tout de suite, il faut que je trouve le temps, c'est pas évident, mais en tout cas ce sera avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.